Voilà, Caroline, nous sommes prêts, en direct également sur Facebook, et nous vous saluons, vous qui nous suivez de la page Facebook de l'Écuge et de la LICRA. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Caroline. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue, absolument bienvenue ce soir au nom du Cercle de la LICRA, Réfléchir les droits de l'homme et de l'Écuge. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Alors, je suis pour ma part Caroline Yadan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat en droit de la famille et également militante antiraciste depuis plus de 30 ans. J'ai été membre de la commission juridique de la LICRA pendant 10 ans et je suis aujourd'hui responsable du pôle antisémitisme du Cercle de la LICRA, Réfléchir les droits de l'homme, qui est le think tank de la LICRA. Le cercle de la LICRA, c'est quoi? C'est un espace de réflexion, de dialogue et d'anticipation qui est tourné vers la production et la diffusion d'idées et d'analyses. Cela signifie qu'ils débattent librement les entrepreneurs, les chercheurs, des experts, des universitaires, des intellectuels, des artistes. Ils analysent et décryptent les droits de l'homme aujourd'hui avec une liberté de dire, une liberté de penser autrement, avec une volonté d'ouverture et de décloisonnement. Le cercle de la LICRA est présidé par Martine Benayoun, qui est avocate et vice-présidente de la LICRA, qui est parmi nous et que je salue. Et je suis accompagnée pour ce faire de Gad. Cher Gad, tu es directeur général de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Et l'Écuge, comme a priori beaucoup de gens le savent, et c'est l'espace culturel et universitaire juif d'Europe qui existe depuis plus de 50 ans maintenant pour promouvoir la culture juive et l'enseignement universitaire dans un dialogue ouvert, aussi ouvert et permanent avec la cité. L'Écuge est un lieu pour tous où chacun peut participer à une expérience collective dans un brassage permanent d'idées et des hommes sans exclusive. Et nous avons souhaité ce soir, chers amis, avec l'Écuge, nous pencher sur le concept décolonial dont vous avez sans doute entendu parler, qui a fait irruption récemment dans le débat public français et surtout qui prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit au sein de nos universités, que ce soit dans les discours politiques et dans certains médias, et aussi des politiques, je l'ai dit. Et les adeptes de ce discours qualifient aujourd'hui notre modèle républicain de raciste, de colonialiste, d'esclavagiste et parfois même de terroriste. Pour les partisans de la théorie sur la race et le genre, dont nos invités que nous saluerons tout à l'heure nous diront qui ils sont, tous les blancs seraient des dominants par opposition aux dominés, et ces blancs seraient complices d'un racisme qui serait systémique de notre société, et ces blancs colonisateurs devraient payer pour l'histoire de l'esclavage, même si on le sait, l'esclavage n'a pas été l'apanage des blancs. Alors, ce discours prétendument antiraciste et de défense des minorités vise en réalité à fracturer notre société, à diviser notre société en tribus incompatibles entre elles, en réduisant l'individu à une définition ethnique, à son appartenance de race ou de genre et à un statut de victime perpétuelle. C'est aussi une vague identitaire qui ne supporte pas la contradiction parce que cette vague s'érige en morale et émettre le moindre doute ou des réticences critiques vaut immédiatement accusation de racisme ou pire encore, d'appartenance à l'extrême droite. Les Noirs et les Arabes qui défendent l'universalisme sont traités d'Arabes de service, de collabeurs, de nègres de maison, bref, de traîtres à leur race. Et je vous avoue, à titre personnel, que j'en ai assez de cette véritable neutralisation de la pensée, de cette diabolisation, de cette censure. Ce phénomène récuse l'idéal républicain, récuse l'universalisme et les Lumières. Or, est-il besoin de rappeler l'idée selon laquelle aucun être humain ne doit être esclave de l'autre a justement émergé avec ces Lumières. Grâce à l'universalisme
héritage de lumière, l'esclavage aujourd'hui, grâce à cet héritage-là, est officiellement interdit par la loi dans tous les États de la planète. Les droits de l'homme en ont fait un mal absolu. Il en va de même des atteintes des droits des femmes, de la cruauté envers les enfants ou de gouvernements despotiques. Et c'est ce visage, ce nouveau fascisme qui a le visage de la tolérance, de l'antiracisme, du féminisme, de l'humanisme et de l'indignation qu'on a voulu, avec Gad, décrypter ensemble ce soir, en toute liberté, en toute transparence, justement pour mieux le comprendre, pour comprendre de quoi il s'agit, donc pour mieux le combattre. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un débat ce soir, mais bien d'un décryptage de chercheurs pour dénoncer ce que nous estimons être une idéologie contraire aux valeurs universelles qui sont les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité des experts à s'exprimer, experts que je laisse Gad nous présenter. Merci Caroline. Effectivement, nous avons un formidable panel d'experts pour nous aider à comprendre ces problématiques que vous venez de nous présenter. Nous avons donc le plaisir d'accueillir tout d'abord Jean Slamovich, qui est linguiste, professeur des universités et cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Bonsoir Jean. Bonsoir à vous. Avec nous également Samy Biazoni. Vous êtes professeur chargé de cours à l'ESSEC, co-auteur de Français malgré eux, un livre que je vous recommande qui explique et se penche sur ce phénomène. Samy, vous êtes également cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Bonsoir. Et puis, Yana Grinspun, qui est maître de conférence à l'Université Paris 3, et vous êtes Yana, co-directrice de l'Axe Nouvelle Radicalité au sein du RRA, qui est un réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes également cofondatrice de l'Observatoire du décolonialisme. Autant dire que nous avons des experts avec nous. La soirée se divisera en deux temps. Une première partie durant laquelle nous interrogerons nos experts et une deuxième partie durant laquelle nous répondrons à vos questions que je vous propose de poser en utilisant le bouton Q et R de votre écran Zoom. Et vous qui nous suivez également sur Facebook, vous pouvez poster des commentaires. Nous allons également préciser que cette conférence, ce débat est en direct sur Zoom, sur Facebook, et qu'il est également enregistré et sera disponible dès la fin de notre événement dans nos pages Facebook respectives. Caroline, peut-être la première question. Merci beaucoup, Gad. Effectivement, la première question, elle va être adressée à Jean. Jean Slamovich, est-ce que vous pourriez nous dresser, s'il vous plaît, une cartographie de ce paysage idéologique et nous aider à comprendre toutes ces notions-là dont on entend parler, donc les notions de racialisme, indigénisme, réunion non mixte, intersectionnalité, décolonialisme, privilège blanc, woke, qui veut dire, je crois, éveillé, cancel culture ou la culture de l'annulation. De quoi parle-t-on exactement? De quoi est-il question derrière ces idéologies? Qui sont les partisans de ce discours qui est en apparence, en tous les cas, ou qui se veut en apparence progressiste? Alors, votre question, en fait, renvoie finalement à cette prolifération de termes. Je crois que chacun est conscient d'être face à une nouvelle terminologie. Il y a 5 ans, personne n'aurait parlé d'intersectionnalité, personne n'aurait imaginé utiliser des mots comme woke ou parler de privilège blanc. Et on voit tous ces termes-là fleurir dans les discours désormais politiques, médiatiques et universitaires. Donc, ça pose une vraie question, c'est ce que ça recouvre sur le plan de la pensée. Est-ce que on voit bien qu'il y a une espèce d'organisation qui traverse toutes ces
tous ces termes-là. Je renvoie souvent à Deleuze qui disait « La philosophie, c'est l'art d'inventer des concepts ». Malheureusement, on constate effectivement qu'on en invente beaucoup des concepts. La méthode dans les sciences humaines est plutôt d'étudier des données et de construire des explications, une description des phénomènes, plutôt que d'inventer en soi des concepts. Bref, les sciences humaines veulent plutôt rendre compte du réel et pas le construire. Or, avec des concepts comme blanchité, décolonial, invisibilisation, androcentrisme, inclusivisme, on voit des mots un peu intimidants dont on n'est pas bien sûr au fond de quelle discipline ils émaneraient. Or, c'est tout l'enjeu. Ce jargon qui paraît sociologique ou philosophique est un peu obscur, et cette obscurité, elle joue un rôle argumentatif qui est celui d'un argument d'autorité. Donc, on a un phénomène d'emprise, d'intimidation par ce vocabulaire qui semble valider scientifiquement les discriminations qui sont décrites. Parce que c'est au fond ce qui caractérise ce discours, c'est que tous ces mots, en fait, sont des dénonciations. Ce ne sont pas des descriptions, ce sont des dénonciations. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle politique et non pas analytique. En fait, tout ce vocabulaire de l'intersectionnalité, il repose sur cette double articulation, trouver une domination et la dénoncer. Donc, on a une espèce de biais de confirmation qui va consister à trouver des injustices et à faire en sorte que on les présente comme un système. Or, le paradoxe, que vous avez bien noté dans l'introduction, c'est qu'en réalité, l'antiracisme ou le progressisme qui les porte, c'est l'appartement témoin. Le consensus qui paraît, sur lequel s'assoit en fait cette terminologie, il est renversé. Il y a un consensus moral, tout le monde est antiraciste, personne ne se revendique du racisme, bien sûr, et c'est à partir de ces valeurs consensuelles qu'on va faire passer une radicalité, en réalité, de ces nouvelles idéologies qui va détourner le progressisme, qui va détourner le féminisme, qui va détourner l'antiracisme pour en réalité générer des conflits et des conflits qui vont cliver la société. C'est bien parce que colonisation ou racisme ou sexisme sont des valeurs négatives dans notre société. Ça fait partie du consensus social et c'est bien parce qu'on a cette valeur-là dans ces termes qu'il y a ce positionnement. Donc, ces nouvelles idéologies vont utiliser ce consensus pour créer une culpabilisation à partir des valeurs mêmes qui sont adoptées par nos sociétés, comme si nous avions une dette morale à assumer, non pas pour ce qui serait le contemporain de notre société, mais son passé, comme s'il y avait un héritage qui devait se régler, y compris sur le plan d'une dette financière dans le présent. Donc, et pour cela, c'est corrélé à des appartenances identitaires, raciales, sexuelles, qui vont finir par tribaliser une société qui, pourtant, se veut, en tout cas, égalitaire. Et c'est le grand paradoxe de ces idéologies, c'est qu'elles se battent sur un terrain qui est en quelque sorte à la fois anachronique et qui, même sur le plan géographique, serait peut-être plus adapté dans des sociétés fondamentalement inégalitaires sur le plan religieux, sur le plan des droits des femmes par rapport à ceux des hommes. Or, ce sont nos sociétés les plus égalitaires qui soient, qui sont mises en accusation. Donc ça, c'est le véritable paradoxe, et tout ça à base d'une caricature d'histoire. Je cite quelqu'un comme Pascal Blanchard qui dit « Les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que ressentent les Noirs, être blanc, c'est un avantage, etc. » Et il parle des champs de coton, il parle ensuite de l'esclavagisme, et évidemment, dans cette historiographie sélective, on oublie que l'abolitionnisme, l'antiracisme ou l'égalitarisme sont aussi des idéologies occidentales, et on néglige
tous les autres rapports de domination, d'esclavage, etc., qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, indépendamment de la couleur des uns et des autres. Donc, c'est une… D'accord. Alors, ça voilà. J'ai oublié de dire que chacun de nos intervenants avait 5 minutes pour que justement on puisse tout rentrer dans un temps déterminé. Et donc, pardon de vous avoir interrompu, Jean, mais je pense qu'on a effectivement fait le tour de la question. Gad, on ne t'entend pas. Gad. Oui, je suis de retour. On aura probablement l'occasion de revenir sur la présentation de Jean et peut-être de l'approfondir, mais avant, une question à Sami Biazoni sur l'histoire de cette pensée qui nous vient, semble-t-il, des États-Unis. Existait-elle auparavant et comment est-elle née? Oui, absolument. Alors déjà, on traite d'une question assez singulière. On pensait, avec l'anthropologue Ashley Montaigu, qu'il était à peu près acquis dans nos sociétés que le mot race était lui-même un terme raciste. Je cite ce que dit Montaigu. Donc, il est très compliqué de penser le retour de cette notion qui a été une notion honnie, notamment après le drame de la Shoah, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre qu'en France, le retour de la race dans le débat public s'est fait sur la base d'un discours qu'on qualifie de décolonial. J'utilise plutôt le terme de décolonialiste. Je pourrais expliquer ultérieurement, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi je fais une distinction entre les deux. Ce dernier, pour moi, dérive d'une évolution que je qualifie de ternaire, perfusion, infusion, diffusion. C'est très simple à expliquer. Perfusion, cette pensée naît dans les campus américains dans les années 70, au moment où se développe dans ces mêmes universités, ce qu'on appelle les cross-studies, les X-studies, chez nous, les études de genre, les études de race, les études de subalternité, toutes ces disciplines qui visent à penser les oppressions en souffrance dans le cadre de rapports sociaux de domination, donc avec cette grille de lecture prioritaire. Le deuxième moment, c'est celui de l'infusion qui se déroule sur 2 décennies, dans les années 90 et 2000, dans un contexte assez particulier en France, qui est celui d'un contexte de remise en cause de l'unité nationale. C'est l'affaire des foulards de Creil, c'est le début des lois mémorielles dans notre pays, c'est le moment de la seconde intifada, des émeutes de banlieue aussi. Et enfin, dernier moment qui est celui de la diffusion. La diffusion avec notamment la mutation de l'antiracisme historique et la remise en cause de sa forme morale universaliste par des groupes communautaristes militants. C'est le PIR, c'est le CRAN, c'est plus tard le CCIF. Donc tout cela se produit autour de 2005 et jusqu'à aujourd'hui. La démarche décolonialiste, elle se propose de défaire en fait ce qu'elle va considérer être les héritages multiples issus de la colonisation occidentale. Des héritages qui perdureraient non seulement au sein de nos institutions, c'est pour cela qu'on entend parler de racisme d'État, de discrimination systémique, et qu'on voit même le principe de laïcité être un des instruments de la domination et un des éléments pérennes transhistoriques de la colonisation, mais aussi dans l'esprit des Blancs, pas simplement dans les institutions, mais aussi dans l'esprit du Blanc. Le blanc représentant non pas simplement une couleur de peau, ce serait trop simple, mais ce dominant en puissance qui bénéficie de l'insigne privilège, entre guillemets, de vivre normalement au sein de la nation française. Jean l'a un peu évoqué. Le décolonialisme, en fait, c'est un militantisme radical qui prolonge et qui met en acte tout un travail de déconstruction philosophique qui a été entrepris il y a 40 ans, au sein notamment des départements de littérature de l'université américaine par des théoriciens de ce qu'on appelait le post-colonialisme, ce mouvement intellectuel qui visait à dépasser la situation, dépasser intellectuellement la situation de colonialité. Et là, on parle en revanche d'un fait inscrit dans le temps, un moment où un certain nombre d'États recouvraient leur souveraineté nationale et où il était nécessaire effectivement de repenser une histoire qui dépassait la simple vision des anciens colonisateurs. En fait, on voit que tous ces discours sont largement influencés par une forme de logique révolutionnaire, marxiste, d'affranchissement. Les promoteurs du postcolonialisme, déjà, il y a plus de 40 ans, ont contribué au glissement du schème de domination bourgeois produit par le capitalisme vers celui plus large d'un impérialisme de l'Occident, impérialisme militaire, impérialisme économique, mais aussi culturel, et aujourd'hui,
le décolonialisme, cette pensée racialiste est essentiellement représentationnelle et culturelle. Un mot pour finir sur une notion qu'on entend beaucoup, c'est celle d'indigénisme. L'indigénisme, ça naît notamment sur le continent américain, en Amérique du Sud, et ça décrit au départ l'ensemble des dispositifs mis en place pour permettre aux populations autochtones, après la décolonisation, populations qui ont été dépossédées de leur histoire, et aussi souvent de leur culture, il faut le reconnaître, de redéfinir les conditions de leur autonomie politique. Et en fait, c'est même en Amérique du Sud très rapidement devenu un terreau de revendications identitaires, autant que de conquête de droits nouveaux, parfois dérogatoires même à la norme commune établie. Et en fait, on se rend compte qu'en France, l'indigénisme dont on se réclame, c'est une adaptation locale, un peu métaphorique, de cette situation où on va considérer, en écho au code de l'indigénat, qui définissait le statut juridique des populations en Algérie notamment, que les enfants d'immigrés vivent une situation sur le propre territoire qui serait similaire. Pour conclure, quand on parle de postcolonialisme, de décolonialisme, d'indigénisme, il s'agit à chaque fois de condamner à l'aune des mêmes critères de rémanence historique nos sociétés occidentales et les valeurs qu'elles promeuvent. Comme l'a indiqué Jean, nous serions collectivement en situation de dette historique vis-à-vis de ceux qui, sur notre territoire ou ailleurs, sont réduits par ces discours à leurs conditions au mieux de minorité, au pire d'opprimés. Alors, je tiens à féliciter Samy. Nous sommes à 5 minutes, Samy. Alors là, je l'avais promis. Si vous aviez un chrono devant vous, voilà. Merci beaucoup parce qu'en plus, c'était extrêmement éclairant et intéressant sur les origines. Et on avait déjà une question sur ce sujet-là. Donc, merci, Samy, de nous avoir éclairés. Je voudrais maintenant m'adresser à Yana et je voudrais évoquer avec vous, Yana, le combat néo-féministe. Alors, les combats féministes qui ont jalonné le XXe siècle se sont avérés évidemment indispensables. Ces combats sont bien sûr essentiels car ils visaient alors l'accès à des droits et à des libertés auxquels les femmes ne pouvaient pas prétendre. Or, nous assistons depuis quelque temps à une évolution assez singulière de ce combat qui est évidemment, je le répète, tout à fait légitime, une évolution singulière qui est soutenue notamment par de nombreuses personnalités publiques, comme par exemple Alice Coffin, une écologiste, ou Pauline Armange, écrivain. Et nous sommes passés de revendications nécessaires et légitimes pour une égalité entre les hommes et les femmes à un nouveau militantisme féministe radical qui prône, sauf erreur ou omission de ma part, un égalitarisme forcené qui entraîne du ressentiment et qui contribue à un discours victimaire pour toutes les femmes. Ces nouveaux discours moralisateurs qu'Elisabeth Badinter qualifie d'ailleurs de néo-féminisme guerrier, je trouve que le terme parle, ces nouveaux discours revendiquent la haine des hommes et notamment celle du mâle blanc dominant qui serait a priori l'ennemi des femmes car potentiellement violeurs, harceleurs, usagers violents des prostituées, etc. Et ces mêmes néo-féministes acceptent sans difficulté les féministes d'un autre côté, les féministes islamistes et soutiennent le port du voile au prétexte de la liberté et en ce qu'il serait une protection contre la concupiscence des hommes. Alors moi, je me demande, parce que c'est vrai que c'est assez difficile quand même d'appréhender tout ça, on a l'impression d'être dans le camp du bien quand même, mais en même temps, ces nouveaux mouvements féministes, Yana, est-ce qu'ils défendent réellement la cause des femmes ou est-ce qu'ils signifient autre chose? Alors, on ne vous entend pas. Merci beaucoup, Caroline. Vous avez déjà fait le travail, vous avez présenté ce que je voulais dire. Donc, je vais juste faire quelques ajouts. Et ce sont les ajouts qui s'inscrivent dans ce que Jean et Samy ont déjà raconté. C'est le fait que le néo-féminisme radical s'inscrit dans le paradigme décolonial. Dans quel sens? Il s'agit d'une constante. Si le paradoxe de la pensée décoloniale, c'est de dire
que la décolonisation n'a pas eu lieu, on peut dire que le néo-féminisme dit que l'émancipation de la femme n'a pas eu lieu. Donc, on est à peu près dans le même cas de figure. Et donc, c'est un mouvement qui prétend que le mouvement de féminisme universaliste dont vous avez parlé n'a pas remporté le combat, grâce auquel nous sommes d'ailleurs ici. Et donc, finalement, nous sommes ici dans le paradigme de la domination dont mes deux collègues viennent de parler. C'est exactement la même chose. Il existerait la domination masculine qui serait omniprésente, elle serait sociale, linguistique, psychologique, elle serait structurelle. C'est-à-dire que cette domination masculine, à l'instar de l'islamophobie ou du racisme systémique, existerait partout comme l'air qu'on respire, à peu près. Et donc, ce qui se passe, c'est ce néo-féminisme émane des murs universitaires. La nouveauté par rapport au féminisme dont vous avez parlé, c'est qu'il se revendique non pas de l'égalité, il se revendique d'autre chose. Il est construit sur la notion du genre, et ce n'est pas le genre grammatical, comme on dit nous en français, c'est un terme qui vient de gender, d'où viennent les gender studies, etc. Et c'est un terme très polysémique. Parce que si on essaie de comprendre ce que ça veut dire, en 5 minutes, ça va pas être possible, mais c'est un terme qui désigne des rapports sociaux de sexe et de sexualité. Et le genre est pensé comme le sexe social ou plutôt comme la construction sociale, car dans ce paradigme, tout est construction sociale, comme Samy venait de le dire. Donc, il faut lire Judith Butler et Monique Wittig pour avoir une idée claire de ce qu'elles racontent. Et ça irait bien, parce qu'on peut interroger la dimension conceptuelle de cet outil qui est le genre, mais tout commence à aller mal depuis que ce concept engendre une idéologie qui a tendance à devenir très vite coercitive, comme vous venez de le dire, radicale, moralisante et victimaire. Alors, le néo-féminisme, vous l'avez dit, Caroline, érige l'homme en ennemi. Certains de ces courants, parce qu'il y en a plusieurs, comme le féminisme islamique ou par exemple le féminisme noir, considèrent que l'homme blanc est un ennemi, mais aussi la femme blanche, parce qu'il appartient au groupe dominant. On est toujours dans le raisonnement de dominant et dominé. Et donc, finalement, c'est aussi un ennemi. Alors, il y a deux versants, en gros, de cette nébuleuse néo-féministe. Et si je peux dire, la première touche à l'obsession de la sexualité, c'est-à-dire qu'il est frappant de remarquer que la plupart des textes néo-féministes que nous lisons tournent autour de cette problématique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui voit du sexe absolument partout. Et ça, on l'entend surtout à l'université. Et je vous donne un exemple. Une enseignante qui donnait les cours de la théorie du genre a annoncé à ses étudiants que l'hétérosexualité, c'était la plus grande violence qui était infligée aux minorités sexuelles. Donc ça, on peut entendre aujourd'hui à l'université. Et donc, il y a tout un vocabulaire qui est forgé pour colporter, si vous voulez, cette idéologie. Donc, il y a des expressions qui sont devenues courantes. Par exemple, culture du viol. Le viol est un paradigme définissant la conjugalité. Le plaisir masculin est lié à la victimisation intersectionnelle, male gaze, male spreading, masculinité bienveillante ou masculinité aseptisée. Donc, toute une nouvelle langue féministe qui surgit avec ce mouvement. Maintenant, ce radicalisme féministe, c'est en fait une marque d'intolérance à ce que représente la figure archétype de l'autorité. Parce que, à mon avis, si je peux me permettre, je crois que le néo-féminisme confond l'idée du pouvoir avec l'idée de l'autorité et les figures symboliques. Et donc là, on voit que le père symbolique est confondu avec l'homme réel et construit la figure du dominant. Et c'est là où on voit la convergence des luttes, comme disent les néo-féministes, qui s'articulent autour de ce substrat symbolique qu'il s'agit de contester à la racine. Les psychanalystes appellent cet univers l'univers contestationnaire, c'est-à-dire qu'il est fondé sur une certaine posture qui exprime le fantasme de parricide. Et donc, il s'agit toujours de tuer le père symbolique. Alors, on peut dire que le monde contemporain, selon les savants, il est appelé le monde sans père. Beaucoup de psychanalystes en parlent. Et Lacan, dans ses textes, parlait surtout du déclin de la fonction paternelle, qui est une fonction symbolique. Alors, c'est un mouvement aussi qui est lié à l'antisionisme, dont je vais parler un peu plus tard. Donc, s'il me reste 1 minute, je le montre. C'est un peu normal, ça peut se comprendre, car l'antisionisme, c'est aussi le rejet de la tradition, le rejet d'une certaine idée de l'incarnation symbolique. Par exemple, Judith Butler, qui est la fondatrice en fait de ce mouvement, c'est une référence mondiale des théories de genre. Elle explique, c'était en 2006, qu'il est extrêmement important de considérer le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements sociaux progressistes, car le néo-féministe, il faut le remarquer, il appartient à la gauche radicale.
Alors, donc, c'est aussi une figure importante qui supporte le BDS. Et donc, beaucoup de collègues universitaires le font aussi. Mais on va y revenir. Oui, on va y revenir. Voilà, sur tout l'aspect antisémitisme. Tout à fait. Et ce qu'indiquent tous ces mouvements sur justement l'antisémitisme, l'antisionisme, etc. Ça va faire l'objet d'une question tout à l'heure. Je termine juste une minute et j'ai terminé. Alors, il y a une nouvelle idée qui n'a jamais existé avant, c'est que le néo-féminisme maintenant prétend que les sciences, la philosophie, la littérature, l'art et enfin, tout le reste, surtout l'histoire, tous ces domaines ont été masculinisés, c'est-à-dire qu'il y a les dominants hommes qui se sont emparés de ces domaines. Et maintenant, la tâche des néo-féministes consiste à les démasculiniser, d'où la prolifération de séminaires, de colloques et de journées d'études qui proposent de démasculiniser les sciences comme naguère. On faisait le parallèle entre les sciences bourgeoises et les sciences prolétariennes, qui étaient les vraies sciences. Et donc, on aboutit à peu près à ce paradigme où il faut exterminer celui qui représente le danger. Donc, s'il y a des questions après, j'ai beaucoup d'exemples pour vous donner. Bon, donc heureusement que nous sommes 2 femmes parmi 3 hommes. Merci beaucoup, Yana. Gad, je te laisse continuer. Oui, je suis rassuré. Nous ne sommes pas encore à égalité, mais disons que on va peut-être éviter l'Alali sur Twitter parce que pour compléter d'ailleurs ce panorama en fait de ces concepts, parlons de cancel culture avec Samy Biazoni. La pensée indigéniste et décoloniale que l'on vient de décrire touche également la culture, ce qu'on appelle la cancel culture ou la culture de l'annulation. Elle vise à raser le passé, à réécrire l'histoire, glorifier les uns et condamner les autres, sous prétexte évidemment de couleur, d'ethnie. Elle s'illustre par le déboulonnage des statuts, la mise au pilori de certains livres. On peut prendre pour exemple Autant en emporte le vent, par La nuit des Césars, au cours de laquelle la comédienne Aïssa Maïga compte les Noirs dans la salle. Quel est donc le ressort de cette cancel culture, Samy? Alors, pour expliquer ce dont il s'agit, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est celui de la couverture de l'ouvrage qu'on a co-signé avec Anne-Sophie Nogaret, qui est une fresque d'Arnotov. Arnotov, c'est un artiste russe de la mouvance du réalisme socialiste. C'est une fresque qui, depuis 1936, orne les murs du lycée George Washington de San Francisco. C'est une fresque en 13 panneaux qui s'intitule « Vie de George Washington ». Et l'artiste Arnotov, vous en doutez bien, étant donné l'époque et ses convictions politiques, au lieu de bien évidemment glorifier le premier président des États-Unis, Arnotov, qui a appris l'art mural, le muralisme au Mexique, auprès d'un autre artiste très engagé, Diego Rivera, a choisi de montrer toutes les zones d'ombre qui se situent, qui se nichent au cœur du projet américain. Ces premiers moments où l'Amérique pose son pied sur le sol américain, les horreurs de la conquête américaine, aussi sa grandeur. Mais là, quelque part, il s'agissait de mettre en face de l'histoire toute la dureté des événements. Cette fresque est restée des décennies affichée de la sorte et a toujours été considérée comme un monument d'humanisme, de souvenirs et de critique, effectivement, de la colonialité. Il se trouve qu'il y a quelques années, quelques élèves, des activistes amérindiens et afro-américains au sein du lycée et autour ont commencé à se plaindre au motif que ces images étaient, je cite leur terme, déshumanisantes. Certains disaient que voir représenter un Indien mort, surtout par un artiste russe, c'était d'une part ce qu'on appelle avec une mauvaise terminologie, de l'appropriation culturelle, on s'approprie le corps d'autrui par la représentation, et qu'en plus, on imposait à ceux qui seraient les descendants, ceux qui sont les descendants de cette histoire douloureuse, le souvenir insupportable de ce qui était devenu à leurs ancêtres. Alors qu'en fait, je rappelle bien, au départ, par l'art, on critique. Par l'art, on dénonce cette dureté. Le plus incroyable dans cette histoire… Excusez-moi de vous interrompre, ouais. Samy, deux petites secondes. Gad, est-ce que tu aurais la possibilité de donner la main à Samy? Parce que je sais que Samy, vous avez dans votre ordinateur le tableau dont vous nous parlez.
Alors, Et je trouve que ce serait vraiment très intéressant qu'on le voit parce que visuellement, il veut dire quelque chose et il est extrêmement fort. Donc, Ami, du coup, vous pouvez petite partager impro. le document si vous l'avez sous la main. ouais, attendez, je vous le trouve. Voilà, je viens de vous le trouver. Je vais vous le partager tout de suite. Voilà. Bon, j'ai pris la première image qui était là. Est-ce que vous voyez l'image? Oui, oui. Ouais. Voilà. Donc, on est ici, c'est typiquement la couverture du livre. On a George Washington, on a le corps d'un Indien au sol, on a en gris. En plus, on pourrait se livrer à une analyse, véritablement une analyse artistique de cette scène. Cette scène est une scène absolument antiraciste. Et des milliers de personnes l'ont vue, des milliers d'étudiants sont passés devant, et des milliers de personnes ont pris conscience aussi des horreurs qu'ont représenté ces moments historiques. Et le retournement absolument incroyable de notre époque, je vais reprendre la main si vous le voulez Oui, vous bien. pouvez annuler le partage. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça a été que en peu de temps, et on parle de l'histoire très contemporaine, finalement, suite à quelques pressions, et on parle d'une minorité agissante, s'est mis en place un comité de réflexion. Le rectorat de San Francisco, suite à cela, a voté à l'unanimité pour que la fresque, qui recouvre 1500 mètres carrés de mur, quand même, soit détruite. Finalement, il a été décidé, parce qu'il y a quand même il y a encore un peu d'espoir, même aux États-Unis, qu'on se contenterait de la recouvrir. Donc, si vous allez aujourd'hui dans ce lycée, ces fresques essentielles de l'histoire de l'art sont recouvertes. C'est cela, la cancel culture. Alors, la cancel culture, c'est aussi une expression qui est assez mal formée. Il n'y a pas de culture, véritablement. Il ne s'agit pas d'annuler la culture, il ne s'agit pas de la culture de l'annulation. Enfin, il s'agirait plutôt de la culture d'annulation, mais en réalité, ce n'est pas une culture de l'annulation. Ce dont il s'agit, c'est un certain nombre de libertés que nos sociétés occidentales ont acceptées, ont tolérées, alors même qu'il y a peu de temps, moins d'une décennie, on aurait trouvé absolument aberrant, voire grave, que les faits que je viens de relater se produisent. On a considéré qu'au nom, c'est ce que j'appelle l'inversion du stigmate, c'est ce que Goffman appelle l'inversion du stigmate, c'est-à-dire qu'au nom de la position victimaire de certains individus, il est possible de devenir soi-même bourreau quelque part. C'est-à-dire que le fait d'être opprimé, d'une position d'oppression en tant que victime, nous autorise, d'une certaine manière un peu implicitement, à une forme de revanche. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de s'installer dans notre monde, et c'est ce qui crée les annulations, les censures, les pressions. J'assimile ça dans l'histoire antique à l'ostracisme. Vous savez, l'ostracisme, c'était un éloignement public. Et en fait, ce qu'on sait peu dans l'ostracisme, c'est qu'on maintenait les biens et les droits d'une personne, mais simplement, on l'empêchait de parler. Et c'est exactement ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de détruire une personne. L'annulation, c'est un terme trop dur. Alors, bien évidemment, c'est arrivé, malheureusement. Il y a toujours des dérives. Mais pour la majorité des militants qui recourent ou qui récriminent à l'aune des critères de l'antiracisme, du colonialisme, du genre, pour la grande majorité de ces militants, en réalité, il s'agit surtout d'empêcher de parler. Et parfois, ces empêchements prennent des formes très radicales. Elles se nourrissent de tout ce qu'on a dit et de tous les concepts, toute la conceptualité foisonnante de ces nouvelles disciplines que sont les cross studies. Et elles permettent, du coup, toujours à partir du même postulat, qui est que le dominé ou le réputé dominé a un droit supérieur, ce qui est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'il a un droit supérieur à se réclamer d'un droit. C'est ce qu'on appelle le droit au droit. Et jusqu'au droit de faire taire celui qui est considéré comme l'oppresseur. On est au cœur d'un profond déni de démocratie. On est aussi au cœur d'une remise en cause fondamentale de tout ce qui font l'égalité, notre contrat social en Occident. Mais merci Samy. Vous l'avez d'ailleurs très bien expliqué dans l'entretien qu'on a mené tous les deux et j'invite les participants à se rendre sur le site, le Cercle de la LICRA. Il y a un entretien avec Samy sur ce sujet qui est absolument passionnant. Je voudrais poser une question à Jean maintenant sur les universités. Donc, je voudrais revenir sur le phénomène des universités, cher Jean. Comme vous le savez, comme sans doute beaucoup de monde le savent. Alors, l'université, et je sais qu'on a parmi nos participants des universitaires. Donc, voilà, je les salue ici, notamment Nathalie. Et donc, comme on le sait, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a demandé au CNRS de distinguer
ce qui relevait du militantisme d'une part et ce qui relevait de la recherche scientifique au sein des universités d'autre part. Je voudrais partir de deux constats. Premier constat, une partie du système académique français favorise l'intersectionnalité qui cherche à imposer une norme morale et politique au sein de nos universités. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a de nombreuses universités aujourd'hui, notamment à Paris 7, Vincennes-Saint-Denis, à Paris 1, à l'ESS, qui ont ouvert en France un diplôme d'études de genre, ainsi que des parcours de master. À Sciences Po, il y a 25 cours qui sont dispensés aujourd'hui de la licence au master 2 qui ont pour thème la race et le genre. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des enseignants qui sont opposés à ces thèses et qui, de ce fait, sont taxés de réactionnaires et qui craignent la marginalisation. On voit ainsi, Jean, vous ne me contredirez pas, des doctorants traditionnels qui s'autocensurent. On les voit adapter leurs recherches à cette nouvelle donne pour progresser plus vite, être mieux vus, obtenir des places, et dans le même temps, il y a des enseignants qui sont blacklistés, qui sont censurés. Et je voudrais évoquer avec vous des exemples, quelques exemples qui sont révélateurs de cet état de fait. Par exemple, le sociologue Stéphane Dorin a été exclu de son laboratoire de Limoges en novembre 2018 pour s'être opposé à la venue de la militante Ouria Boutelja dans un amphithéâtre et a dû attendre une décision du tribunal administratif de février 2021, du 11 février 2021 pour être précise, pour être réintégré. Virginie Chaillon-Atrouz, qui est docteure en histoire de l'esclavage, a vu sa nomination en tant que maître de conférence à La Réunion annulée, car les membres de son jury souhaitaient que ce poste soit attribué à un réunionnais de souche. Une conférence, vous avez dû en entendre parler, de Sylvia Agacinski à l'université de Bordeaux, qui a été également empêchée du fait des positions anti-PMA de la philosophe. Et l'affaire qui a fait grand bruit, c'est celle de l'IEP de Grenoble, où le nom de Klaus Kiesler, professeur agrégé d'allemand, a été exposé sur les murs pour le désigner à la vindicte parce qu'il avait osé questionner le rôle de la place des femmes dans l'islam. Cette histoire est également significative de ce climat délétère. Et vous, Jean, et vous-même, Jean, vous avez fait les frais de ce que moi j'intitule comme macartisme universitaire, puisque en tant que linguiste critique de l'écriture inclusive, vous avez été persona non grata dans un séminaire de master linguistique à l'université de Dijon. Jean, est-ce que vous pensez qu'il s'agit là de simples querelles académiques, pour reprendre la question de notre ministre, et de confrontations corporatistes, ou d'après vous, le problème est beaucoup plus profond? Alors, votre rappel est très complet et en même temps, il faut multiplier les exemples que vous venez de donner de manière importante, parce qu'il y a justement les exemples qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas, parce que par définition, la censure empêche l'expression. Pour reprendre mon propre exemple, je trouve que bon, voilà, c'est simplement la pression exercée par des collègues pour que je ne fasse pas une conférence sur l'écriture inclusive. Bon, ils ont allé voir le doyen, ils ont dit c'est pas normal qu'il ait le droit de parler, voilà. Donc, vous imaginez bien que la plupart des enseignants dans ce climat idéologique-là sont soumis à une pression qui font qu'ils ne vont pas prendre de risques. S'ils attendent d'avoir un poste, s'ils veulent voir leur projet financé, s'ils veulent telle ou telle prime, etc., et ils ne peuvent pas se permettre, pour la plupart, de se mettre à dos leurs collègues. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où les libertés académiques sont menacées par nos propres collègues. C'est radicalement nouveau. Justement, souvent quand on parle de liberté académique, on s'imagine un pouvoir totalitaire qui voudrait mettre son nez dans l'université. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est à l'université
où des préférences se font jour et vont générer, par exemple, le choix de financer un projet plutôt qu'un autre, de choisir une thématique de publication plutôt qu'une autre. Donc, il faut bien voir que tout ça, ça se passe en creux. Et pour rebondir sur ce que disait Samy, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contamination dans l'université par les studies, c'est-à-dire qu'on va avoir des studies, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des thématiques, mais certainement pas des disciplines. Ça sera video game studies, porn studies, bref, des choses qui vont échapper à toute méthodologie, à toute discipline. Et ce qui était initialement conçu comme une espèce de diversification thématique bienvenue, progressiste même, de nouveaux sujets explorés, en réalité, leur ambition est de remplacer les disciplines traditionnelles. Donc on a le remplacement des disciplines traditionnelles par non plus des disciplines, mais des discours. Les discours, justement, dont on a parlé, et qui vont avoir des effets de censure, des effets d'ostracisation, qui vont être tout à fait dommageables, puisqu'on va avoir désormais des slogans comme décoloniser l'université, décoloniser le droit, décoloniser la musique, etc., qui vont contaminer l'ensemble des savoirs, puisque on a aujourd'hui tout un discours, alors là encore, les exemples les plus frappants en fait viennent des États-Unis, mais aussi du Canada et du Royaume-Uni, où vous avez par exemple l'idée que les études classiques sur l'Antiquité, eh bien, l'Antiquité, le latin grec, c'est trop blanc. Il faut décoloniser le cursus de l'Antiquité. Les études médiévales, pareil, sont trop blanches, etc. Donc, on a un certain nombre de savoirs, de disciplines qui, progressivement, sont évincés par ces nouvelles pseudo-disciplines, des auteurs qui vont être considérés comme devant être décolonisés. Hein. Alors, si on conjugue la décolonisation, la démasculinisation, etc., vous voyez qu'en fait, on a un remplacement culturel radical. Et là encore, comme vous l'avez noté, ça ne se fait pas paisiblement, il ne s'agit pas simplement de préférences intellectuelles, mais ça a des effets de censure. Si vous voulez, il y a une espèce il faut bien voir qu'il y a deux dimensions. Il y a d'une part l'activisme, qui va être celui, effectivement, on a beaucoup cité l'exemple de François Burga, qui fait passer une thèse sur le Cheikh Qaradawi, donc sur un islamiste, et une thèse pas critique du tout. Donc on a ce genre d'activisme qui favorise un discours islamiste, hein, ou tel sociologue qui invite effectivement Tariq Ramadan, Ouria Boutelja, etc. Ça, c'est un militantisme. Mais il faut bien voir qu'il exerce une pression. Et cette pression-là, sa contrepartie, c'est justement le suivisme, le conformisme, qui fait que, pour vous donner quelques exemples, eh bien, j'ai vu récemment des médiévistes dire qu'ils allaient se moderniser et qu'ils allaient faire dans l'intersectionnel, la décolonisation, etc., pour continuer à être au programme. Ou tel colloque qui veut queeriser Shakespeare, parce que la survie universitaire repose sur le fait finalement d'adopter ce nouveau paradigme idéologique. Mais comme vous voyez, la connivence aussi avec le pur militantisme, elle est présente. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un appel pour une annonce de colloque. La journée d'études était soutenue par un parti politique britannique, mais ouvertement. C'est-à-dire que voilà, il s'agissait ouvertement de se faire, dans le cadre universitaire, le porte-parole d'un parti politique. Bon, ce qui est devenu malheureusement une tendance de l'université. Et le vrai problème, je finis là-dessus, c'est que l'université est un lieu de validation institutionnelle. C'est-à-dire que ce qui émane de l'autorité universitaire
par le transfert de compétences de l'État, qui confie aux universitaires la capacité à valider leur savoir, eh bien, ça passe pour scientifique. Or, ce que produit l'université n'est pas nécessairement scientifique, mais ça a l'autorité de la scientificité et ça produit des diplômes. Diplômes et formations qu'on va retrouver ensuite dans l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on trouve aujourd'hui, même dans le secondaire, ce genre d'idéologie qui est transmise aux collégiens, auquel on va apprendre l'écriture inclusive, auquel on va apprendre à être contre la police, etc. etc. Donc, c'est là où ce ruissellement idéologique atteint maintenant même le secondaire. Merci. On en reste quoi? Oui, effectivement. Ouais, vraiment. Merci Jean Slamovic. Peut-être maintenant passer à cette question d'ailleurs qui fait écho à nombre de vos questions à vous qui nous suivez, à cette question sur l'antisémitisme. Yana Grinspun, vous faire intervenir donc sur le thème de l'antisémitisme ou de la judéophobie, terme choisi par Pierre-André Taguieff. Les porte-paroles de l'intersectionnalité, de la pensée décoloniale, d'Ouria Boutelja à Assa Traoré, justifient souvent la haine des Juifs. Selon ces thèses indigénistes, les Juifs seraient des chouchous de la République. Ils bénéficieraient d'une forme de privilège racial qui ferait des racisés, des lésés de l'histoire, générant chez eux une frustration et in fine légitimerait l'antisémitisme. L'exemple le plus frappant est celui d'Ouria Boutelja, fondatrice du PIR, le Parti des indigènes de la République, auteur du livre « Les Blancs, les Juifs et nous ». Elle dit en 2015 dans la revue Vacarme, l'un des angles morts de l'antiracisme français est de ne pas avoir résolu la question juive. Ouria Boutelja ne craint pas ainsi de se réapproprier le vocabulaire du gouvernement collaborationniste de Vichy. Comment ces thèses, Yana Grinspun, qui se présentent comme foncièrement antiracistes et droits de l'hommiste, comment intègrent-elles un discours antisémite en leur sein? Ce discours antisémite, d'ailleurs, passe-t-il nécessairement par un discours antisioniste? Merci de cette question. Alors, personne ne dira en France qu'il est antisémite. Et vous savez que Danielle Obono, dernièrement, elle a quitté le plateau télé parce qu'elle a été accusée d'antisémitisme et il ne le dira jamais. C'est-à-dire qu'il y a antisémitisme, mais il n'y a pas d'antisémite. C'est un paradoxe de notre époque. Alors, pour répondre à la question sur Ouria Boutelja, il faut aussi savoir qu'elle s'inscrit dans cette mouvance décoloniale. Et la pensée décoloniale, c'est la fille cadette en quelque sorte des post-colonial studies, des études postcoloniales. C'est né aux États-Unis, Samy en a parlé, et ça vient, enfin, disons qu'il y a toujours un père fondateur, ou dans certains cas, c'est la mère fondatrice, quand on a parlé du genre, c'est Edward Said, qui dans son livre Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, propose l'analyse de la culture comme quelque chose qui est mis au service de l'Occident. C'est-à-dire que ça, c'est sa grille de lecture, c'est le terme qu'ils adorent, et cette culture, elle est mise au service de la domination de l'Occident, donc de l'occidental. Alors, on n'a pas le temps pour parler de la genèse des post-colonial studies, c'est-à-dire qu'il y a l'idée essentielle, c'est que le décolonialisme auquel appartient Ouria Boutelja et le post-colonialisme convergent, la décolonisation n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que l'ex-colonisés vivent toujours dans la métropole où ils sont venus après avoir chassé les colonisateurs de chez eux. Eux et leurs descendants sont toujours colonisés par l'État français. On parle de la France. Alors, par ailleurs, donc la pensée décoloniale qui est née en Amérique latine et qui a été développée par Ramon Grossfogel, Walter Mignolo et Enrique Dussel, ils sont très amis avec Ouria Boutelja, est fondée non seulement sur les questions raciales, mais surtout sur la critique du capitalisme, sur les inégalités qui seraient engendrées par la mondialisation et surtout sur la valorisation du tiers-monde, mais aussi sur les revendications identitaires. Et c'est là, d'ailleurs, où certaines minorités islamistes se rencontrent avec ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont en commun la critique de l'Occident,
et les Juifs représentent la quintessence de cet Occident, et ils ont en commun aussi la critique de tout ce qui représente le capitalisme. Et les Juifs le représentent aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve dans ce discours de l'extrême gauche les vieux topos de l'extrême droite. D'ailleurs, on peut le voir très souvent quand on parle d'Israël, et ça m'a frappé quand on a parlé des événements, des attentats terroristes en Israël, quand les bus, après les accords d'Oslo, volaient dans l'air. Donc, j'ai lu dans tous ces discours que j'ai trouvés en France que, bien évidemment, l'Israël représente la figure coloniale, c'est un impérialiste, d'accord? Donc, et donc, ce qui se passe, c'est normal, les pauvres, qui sont les Palestiniens, ils se rebellent contre les riches. Or, c'est un paradoxe parce que ceux qui prennent les bus, en général, ce ne sont pas les riches, ce sont les pauvres. Mais il n'y a pas cette idée, c'est une entité, donc ils convergent tous dans cette question juive qui, en fait, est représentée par Israël, et non pas par la communauté juive ici. Et ça, on le voit dans tous ces discours aux juifs israéliens. Bon, en arabe, on entend souvent Yaoud, c'est le même propos. Mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que si le décolonialisme de Uriah Boutelja et d'autres s'est inspiré du marxisme, qui lui, il a été nourri par l'idée de Lénine, pour lequel l'antisémitisme, c'était une chose affreuse, mais l'antisionisme, c'était l'incarnation de l'impérialisme bourgeois. On retrouve ce discours chez Uriah Boutelja et d'autres. Donc, il y a aussi l'autre idée, c'est que pour l'extrême gauche, elle s'inspire aussi de la tradition voltairienne, c'est-à-dire qu'elle est anticléricale. Et pour certaines mouvances, le juif, c'est le religieux. Et donc, comme le judaïsme est perçu comme la religion, Israël n'a pas le droit d'exister parce que ce n'est pas un État complètement religieux. Et c'est une chimère, si vous voulez. C'est une idée d'ailleurs qui n'a pas été uniquement défendue par Uriah Boutelja, elle était défendue par Shlomo Zand, un historien israélien qui le montre très bien. Donc ça, on voit cette rencontre tout à fait inattendue et étrange. Alors, quand on parle des influences de Uriah Boutelja, c'est aussi les influences islamiques. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que pour les musulmans, toutes les terres qui ne sont pas les terres sous la souveraineté musulmane, ce sont les terres qui apparaissent, enfin, tout le contraire. C'est-à-dire que les terres musulmanes, ce sont les terres d'Ar al-Islam. Et donc, de ce point de vue-là, Israël, par exemple, ce n'est pas un pays qui a le droit d'avoir une souveraineté. Et encore, on retrouve dans ce signe Israël au signe juif, une espèce de mélange qui fait que la question juive, c'est surtout la question israélienne, c'est la question du sionisme. Alors, par ailleurs, les décoloniaux utilisent souvent le terme de l'islamophobie. Donc, c'est encore un paramètre, c'est-à-dire qu'il y a une convergence de choses. Et donc, cette islamophobie, elle a un synonyme, le racisme d'État dont on a parlé. Qu'est-ce qu'elle permet de dire? Elle permet de victimiser les musulmans. Pourquoi j'en parle? Quel est le rapport avec votre question? Parce que quand on victimise les musulmans, on dit que l'Occident ne les aime pas, évidemment les Juifs ne les aiment pas comme l'incarnation de l'Occident. C'est pour ça que Uriah Boutelja critique les Juifs. Mais elle dit aussi, enfin, la question de l'islamophobie permet de dire que les musulmans d'aujourd'hui, ce sont les Juifs d'hier. Vous voyez, donc il y a une sorte d'inversion qu'on trouve dans cette histoire d'islamophobie qui permet de mettre les musulmans à la place des Juifs, de commettre cette inversion qui dit que la question juive n'a pas été réglée. Et donc finalement, les musulmans, dans cette perspective, c'est une construction sociale, sont persécutés par les Européens en France. C'est ce qu'on raconte souvent aux jeunes musulmans. Ça, je le sais parce que je travaille avec les étudiants qui font leur travail dans les quartiers, qui vont dans les mosquées et qui écoutent le prêche, et ils le disent, c'est-à-dire qu'il y a quand même une propagande très forte qui est adressée aux jeunes Français d'obédience musulmane, et on leur dit qu'ils sont persécutés, surtout en Israël, par les Juifs. Et donc, il y a cette identification de la jeunesse musulmane avec les Palestiniens persécutés, donc, qui persécutent les Israéliens. Évidemment, ils persécutent les Palestiniens. Ça, c'est le topos qu'on connaît très bien. Et donc, toute cette jeunesse s'identifie avec les opprimés. Uriah Boutelja l'a d'ailleurs dit, Mohamed Merah, c'est moi. Et Mohamed Merah, quand on connaît ses discours, il a dit, si moi je tue les enfants juifs ici, c'est parce que les Juifs tuent les enfants palestiniens en Palestine. Donc, il y a toute sorte de processus d'identification conscient, inconscient, construit ou non,
qui permet de dire que nous sommes dans le cas de figure où il n'y a pas d'antisémitisme, il y a l'antisionisme. Dernière chose, c'est que l'antisionisme, qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est quand même l'aboutissement du principe des nationalités. Et c'est peut-être le dernier mouvement national en Europe qu'on a connu au XXe siècle. Donc, mais le problème, c'est qu'il apparaît, Israël apparaît au moment où la critique très forte des États-nations surgit suite à ce qu'on a connu à la Deuxième Guerre mondiale et au nationalisme nazi. Et donc, comme Israël apparaît comme l'incarnation de ce dernier nationalisme mondial, eh bien, c'est une entité détestable. C'est pour ça que Boutelja et d'autres identifient Israël avec les nazis. D'ailleurs, on joue avec les mots quand on dit c'est un État qui est occupant. Dans la mémoire collective, l'occupation, elle est liée à l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment l'interaction entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc peut-être qu'on y reviendra, Yana, parce que j'ai vu des questions passer sur ce thème-là. Je vous remercie beaucoup. Mais vous avez parlé justement tout à l'heure d'extrême droite et on a parlé aussi d'extrême gauche. Et du coup, je voudrais m'adresser à Jean. Jean, au départ, on a l'impression que ces thèses viennent uniquement de la gauche ou de la gauche, qu'on appelle la gauche radicale, ou même de la simple gauche, hein, quand on entend, par exemple, Audrey Ploutard dans une interview qui légitime les réunions non mixtes racisées qui sont organisées par l'UNEF, syndicat étudiant. Mais Jean, l'obsession identitaire n'est-il pas le meilleur allié de ceux qui, à l'autre extrême, donc à l'extrême droite, surfent sur ces thématiques? Des identitaires blancs qui se disent aujourd'hui minorés réclament aussi des droits spéciaux. Et en fait, les deux camps ne se rejoignent-ils pas dans la conception de la politique comme une lutte entre les identités? Tout à fait. Je pense qu'il faut oublier un petit peu l'opposition droite et gauche dans la post-modernité politique qui est la nôtre. J'ai écrit récemment un article justement qui s'appelait Gauche-droite, piège à con, la preuve par le décolonialisme, parce que justement le décolonialisme se moque complètement de ce clivage droite-gauche qui a une histoire et qui concerne notamment l'économie, l'idéologie, mais qui concerne tout un processus historique propre à la France. Or, on est là dans un conflit identitaire qui dépasse les positionnements politiques. Ça, c'est un premier point. Et effectivement, justement, ce que vous venez de décrire est tout à fait pertinent, c'est que cet identitarisme, eh bien, c'est quelque chose qui est commun, finalement, à l'idéologie décoloniale et aussi à une certaine extrême droite qui a pour ambition également de détruire, de déconstruire la République. Et notamment, ça passe par le biais de la laïcité. La laïcité est particulièrement attaquée, on en a parlé, à la fois alors on présente la laïcité comme outil d'oppression des musulmans et en miroir, une certaine extrême droite va présenter la laïcité comme un danger pour son identité, notamment chrétienne. Et donc, l'enjeu républicain de la laïcité, qui serait de trouver un équilibre justement intégrant les différences, eh bien, chaque camp va les exacerber. Alors, et on va se retrouver avec une espèce d'attaque contre l'identité française, notamment laïque. Et l'identitarisme d'extrême droite, en fait, se félicite de ce que fait le décolonialisme dans sa déconstruction de la République. En fait, scatophobie et islamophobie sont des mots codés pour dénoncer le régime laïque. Et j'avais vu, c'était dans un laboratoire de recherche, je crois, hébergé par le CNRS, qui parlait de laïcité comme d'un populisme. Donc, on a cette critique de la laïcité, on va avoir simultanément dans l'extrême droite, disons, tendance Rivarol, un discours où on va, par exemple, présenter les enseignants de l'IEP de Grenoble comme, je cite, des fanatiques de la laïcité. Donc, on va
avoir ça. On va avoir, je crois que c'est une citation qui vient de Rivarol, mais je ne suis pas sûr, une attaque, par exemple, contre Samuel Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui est militant laïque et antiraciste, qu'on présente en disant « tous ces personnages appartiennent au même milieu, la droite cachère ». Hein, donc on a, vous voyez, cette espèce de grand mélange qui rejoint d'ailleurs toute cette philosophie de la déconstruction. Je cite là un ouvrage de Gianni Vattimo qui s'appelle « Déconstruire le sionisme » et qui dit « Quant à l'idée de faire disparaître l'État d'Israël de la carte, elle semble n'être pas complètement déraisonnable. Hein. » Donc on a finalement le même antisémitisme de part et d'autre et un identitarisme, qu'il soit chrétien ou islamiste de part et d'autre, mais qui aboutit à des en fait, et c'est ça le point critique pour, disons, l'universalisme républicain, ça aboutit à des antagonismes. Je donne l'exemple récent, vous avez peut-être vu Lori Lightfoot, la maire de Chicago, qui a déclaré ne pas accepter d'interview qui ne soit pas faite avec des journalistes, je cite, black or brown. Donc, interdiction elle refuse les journalistes blancs. Bon, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un antiracisme qui assume de devenir ségrégationniste. Et c'est là où vous avez raison de parler d'antiracisme dévoyé, puisque ça rejoint parfaitement un ordre politique qui serait celui de l'apartheid. Donc on a cette espèce de cercle un peu diabolique où l'antiracisme aboutit à la ségrégation. C'est le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, ce qui veut dire qu'en fait, on produit du racisme au nom de l'antiracisme, puisque on prolonge l'antagonisme, on le recrée, on l'alimente au lieu de le dépasser. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Jean. Alors, on va prendre maintenant, si vous le voulez bien, les questions. On a beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. De nos participants. Gat, je te laisse prendre la main sur les premières questions. Peut-être une question qui nous ramène au choix au choix du titre et également au fait d'avoir affirmé clairement que nous n'étions pas ce soir en train de débattre, mais plutôt en train de décrypter ces concepts, ces mécanismes. Et mais l'occasion peut-être de relever la question de Mamadou qui nous dit mais peut-on parler de lutte antiraciste non dévoyée? J'ai presque envie de vous dire heureusement. Mais peut-être donner l'occasion à Samy Biazoni de s'exprimer sur ce que d'autres associations, pas seulement la LICRA, engagent comme je dirais, un phénomène naturel lié à l'identité de la République française. Probablement, ce qui nous réunit tous, c'est cette volonté d'universalisme. Est-ce que c'est cela le moteur d'un antiracisme non dévoyé? C'est une très bonne question. Alors effectivement, il est difficile d'envisager dans notre tradition républicaine un antiracisme qui ne serait pas universaliste. C'est-à-dire que à la base même de la lutte antiraciste se situe l'idée très sophistiquée qui a été de tout temps notre fierté et qui doit continuer à l'être. Hein. Personne n'a à s'excuser de ça, je l'espère, que les individus sont fondamentalement égaux et surtout, parce que ça c'est presque un truisme que de le dire, et même les antiracistes dévoyés ne disent pas autre chose, j'espère, en tout cas les moins radicaux, mais surtout que chacun est libre de transcender sa condition. Et a fortiori, la condition d'ascendants qui ne sont pas les siens. Or, aujourd'hui, on met sur le devant de la scène et on positionne véritablement comme argument central ce qu'on appelle la pérennité transhistorique de ces phénomènes de colonialité, de domination. C'est une thèse qu'on peut assez aisément récuser. C'est-à-dire que
Et là, alors je veux pas du tout… je remercie Alain Policard, d'ailleurs, pour son mot très courtois parmi les messages. Comme ça, je vais répondre aux deux. Effectivement, Gad, vous avez bien fait de rappeler qu'on est aujourd'hui, non dans le cadre d'un débat, mais d'une présentation d'une certaine thèse et des concepts. J'ai toujours eu des débats véritablement courtois avec Alain Policard qui énonce qu'effectivement, les débats sont plus compliqués et que si on ne se saisit pas et on n'utilise pas les outils du décolonialisme et du postcolonialisme, on a du mal à comprendre la permanence, par exemple, d'une forme de racisme. Typiquement, je sais qu'il m'a interpellé déjà sur ce sujet-là, comme la discrimination à l'embauche ou d'autres types de discrimination. Simplement, là où je vais être en profond désaccord, c'est que nous n'avons pas besoin, et l'antiracisme n'a jamais eu besoin, de convoquer tout ce littérarisme, ce conceptualisme, ce narrativisme pour expliquer qu'il peut y avoir, oui, en effet, et c'est ce qu'on voit chez tous les peuples, chez toutes les civilisations, une différence de traitement entre les individus selon leurs origines culturelles, selon parfois leur couleur de peau. Et c'est justement là l'origine, la raison d'être du combat antiraciste. C'est de se dire que ces différences-là doivent être combattues. Elles n'ont pas besoin, pour être expliquées, de convoquer tout un arsenal idéologique et philosophique. Très bien. Caroline. Merci. Alors, merci pour Samy. Il y a Boris qui dit que si vous veniez dans sa ville, Genève, qui est capitale des droits de l'homme, qui considère lui comme une démocrate témoin, où cette idéologie devient la source de tous les hymnes officiels municipaux, Samy, si vous veniez dire dans sa ville à la Haute École d'Art et de Design, vous n'en sortiriez pas vivant. Voilà. J'ose espérer que les étudiants et les professeurs là-bas sont bien plus humains et humanistes que cela. Il a dit aussi de gens que s'il venait parler à l'Uni, je lui arriverait la même chose. Bon, je pense qu'effectivement, on a parlé de cancel culture. Il y a une frange radicale de ces mouvements qui est absolument problématique. Il est du devoir de chacun… absolument tout le monde a le droit d'exprimer ses pensées. C'est-à-dire qu'on a le droit, nous, de ne pas être d'accord avec un antiracisme qui n'est pas universaliste. En revanche, je considère comme absolument essentiel que quelqu'un qui défend un antiracisme communautariste puisse l'exprimer absolument librement. C'est la condition essentielle du débat public. Absolument, du débat contradictoire, et on l'a expliqué, on a expliqué pourquoi au départ on n'était pas ce soir dans le cadre d'un débat contradictoire. Alors justement, comme on parlait des universités tout à l'heure, on a des questions, et notamment les questions de Roger Sebaille, de Sylvie et de Brigitte qui reviennent un petit peu sur ces universités-là. Est-ce qu'on voit des gens réagir en fait? Alors, voyez-vous les partis politiques réagir et les universités, et également où en est si vous savez, où en est l'enquête demandée par le ministre de l'Enseignement? On rappelle qu'il y a un professeur, Mike Adams, aux États-Unis qui s'est suicidé après avoir été accusé de racisme. Est-ce que ça réagit ou pas? Où on en est par rapport aux universités? On se laisse déborder ou il y a quand même des réactions? Alors, on a l'observatoire que vous avez fondé, mais voilà, c'est quoi l'état des lieux en fait au niveau réactionnel? Jean? Notre présence est une réponse. Effectivement, nous avons créé cet observatoire qui a un effet très positif, justement, c'est qu'il permet aux gens de ne pas se sentir seuls face à des phénomènes de censure, de pression et d'ostracisme. Donc, de ce point de vue-là, il y a une réaction. Du point de vue des pouvoirs publics, je n'en ai aucune idée, mais… encore une fois, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'il y a ce mélange entre l'activisme d'un côté et le suivisme de l'autre fait que la majorité silencieuse a plutôt tendance, du coup, à laisser le champ libre à ceux qui sont les plus virulents.
Donc, typiquement, les positions publiques sont assumées par les militants et les gens qui ne sont pas d'accord râlent dans leur coin et vous adressent des messages en privé, mais ne prennent pas une position publique. C'est comme ça qu'on a une majorité qui se soumet à une minorité. C'est un phénomène bien connu, bon, mais on en est là. Je pense qu'il y a les choses bougent, notamment parce qu'il y a une vraie production aussi de savoir. Je pense au dernier petit ouvrage de Nathalie Heinisch ce que le militantisme fait à la science. Yana et moi, on va aussi produire des choses en linguistique pour recadrer un petit peu les débats sur le plan méthodologique. Donc, sur le plan intellectuel, je pense que ça bouge. Sur le plan organisationnel, je ne sais pas comment ça se passe, là encore, entre des structures, disons, militantes et notre rôle qui est quand même de produire du savoir. Nous ne sommes pas là pour militer. Hein, alors, vous notre avez... revendication est ouais. plutôt de non. Alors, justement, je voudrais juste, juste avant que Gad nous rappelle quelques autres questions, je voudrais rebondir. Vous avez parlé de linguistique et on a une question justement sur l'écriture inclusive, quid de l'écriture inclusive par rapport à cette idéologie. Et comme vous avez parlé de livres très intéressants, je voudrais quand même montrer, alors c'est à l'envers, désolée, c'est le livre de Sami Biazoni qu'il a donc écrit avec Anne-Sophie Nogaret justement sur ce thème qui s'appelle Français malgré eux. Et je vous le conseille parce que c'est une Bible déjà au niveau du contenu, mais également parce qu'il y a toute la deuxième partie, c'est des entretiens et donc on voit à quel point il y a une force incroyable, enfin si on peut appeler ça de la force, mais en tout cas des exemples absolument criants et qui font franchement qui font un peu peur sur les entretiens que vous avez eus avec que ce soit avec des universitaires, avec des éducateurs, des professeurs, etc. Donc Jean, écriture inclusive, il y a un rapport? Oui, Gad? Oui, justement, Martine demandait comment expliquer ce lien entre écriture inclusive et pensée indigéniste ou décoloniale, justement. Peut-être pour Jean ou Yana? Alors Jean, on ne vous entend pas. Je sais pas si voilà, c'est bon. On vous entend bien. Yana, peut-être, non? Mais bon, disons que ça fait partie du package progressif, si vous voulez. Il faut bien comprendre que cette pensée qu'on peut résumer comme décoloniale, elle s'attaque en fait à tout ce qui est existant. C'est-à-dire que la culture, l'histoire et la langue sont considérées comme coloniales. Donc, comme le prisme de ce discours consiste à avoir des dominants et que tout est politique dans ce discours-là, eh bien, la langue est également fait partie de ce système. Et donc, on va inventer des oppressions dans le domaine de la langue. On va inventer, par exemple, cette fameuse masculinisation de la langue, qui est une vue de l'esprit que rien ne corrobore, mais qui est qui, sur le plan théorique et descriptif, est une aberration, ce que tous les linguistes savent, mais ça n'empêche pas qu'on véhicule ça sous forme de slogan. Hein, le terme masculinisation lui-même, finalement, dit tout ce qu'il y a à dire. On présume, c'est du complotisme linguistique, en fait. On imagine que les hommes se sont réunis entre eux pour trifouiller la langue et en priver les femmes, bon, comme si vous aviez une jouissance sociale particulière à dire « il pleut » plutôt que « elle pleut ». Bon, et bien voilà, c'est ça. C'est un discours qui est aberrant hein, sur le plan scientifique, mais qui entre dans cette cohérence idéologique de dénonciation d'oppression, en l'occurrence parfaitement imaginaire ou caricaturale. Le problème, c'est la caricature de ces idéologies. Et c'est bien pour ça qu'elles sont convaincantes, c'est qu'elles partent de faits réels, par exemple des discriminations, pour prétendre qu'il s'agirait d'un système. Hein, partir de la valeur du masculin en français pour prétendre qu'il y aurait eu un complot des hommes. Donc on part de faits qui paraissent convaincants
Et en les caricaturant et en les rendant systémiques, on en fait finalement un mode de pensée extrêmement simpliste, manichéen et très efficace du point de vue de la propagande. Yana, peut-être pour rebondir, il faut activer le micro. Oui, tout à fait. Donc, à part les problèmes linguistiques qu'on ne va pas aborder ici, parce que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, c'est l'anthropomorphisme de la langue. C'est vrai que Jean a dit, cette idéologie, elle s'attaque à tout. Mais il faut comprendre qu'il y a un dominant, et le dominant est présent partout. C'est la figure essentielle qu'il faut déconstruire, décoloniser, et la déconstruction, parfois, c'est égal destruction. Et donc, finalement, cette idéologie s'attaque à la destruction de la langue. Bon, j'ai parlé un peu trop vite de la destruction de la tradition, ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est tout un projet de détruire le symbolisme qu'on attribue à la langue. La langue, oui, est un système symbolique, mais pas dans le sens que pensent les néo-féministes. Et donc, finalement, quand on s'insurge contre l'idée du dominant, le dominant, c'est un fantasme, il est présent partout. Donc, tout est dominé par cet homme. Et donc, la langue aussi, Jean vient de le dire, quand on parle du néo-féminisme, dans ce discours, il y a clairement des procédés rhétoriques, des théories du complot qui ont été très bien décrites par Pierre-André Taguieff. Et donc, on le retrouve dans ce discours qui porte surtout sur la langue. C'est-à-dire que quand on lit ce que les néo-féministes écrivent sur la langue, on se dit que ce n'est pas possible que ces gens-là aient fait leurs études à l'université. Ça va à l'encontre non seulement de tout bon sens, parce qu'on n'est pas obligé d'être un grand linguiste, mais ça va à l'encontre de toute connaissance intuitive sur la langue en général. Et donc, finalement, pour terminer, l'écriture inclusive, c'est une tentative de destruction de la langue qui est incarnée par la destruction de cette figure dominante de l'autorité symbolique. Alors, on va rester avec vous, Yana, avec une question d'Olivier qui me paraît technique, mais assez éclairante. Olivier nous dit que le genre comme la race sont représentés comme des constructions sociales. Comment expliquez-vous le fait qu'être transgenre soit valorisé par les adeptes du genre, alors que les transraces sont très fortement rejetées par les mouvements décolonialistes? Et c'est quoi transrace? Parce que je ne suis pas au courant. Voilà, probablement que j'imagine que c'est… Voilà, Olivier, si vous avez la possibilité de préciser, est-ce qu'il s'agit… Je peux vous donner un exemple, puisqu'on parle des races. Je sais pas ce qui est appelé dans ce cas de figure race. Est-ce que c'est l'appartenance ethnique? Parce que dans ce cas-là, je peux dire que moi, je suis transrace. J'appartiens à deux ethnies différentes. Je ne vais pas préciser lesquelles, mais donc, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que de quoi s'agit-il? Le terme de transrace dans les débats américains, parce que c'est là qu'il est né, c'est la capacité à se dire, au nom de la construction sociale, qu'on appartient à une race qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que notre race de naissance, je suis né blanc, mais je me ressens noir, ou à l'inverse, je suis noir, mais je me ressens blanc, asiatique. C'est enfin une transposition, quelque part, de ce qui se joue dans la théorie du genre, où l'individu peut décider ou subir une identité de genre qui n'est pas celle qui est l'identité apparente. Donc voilà, ça s'appliquerait aussi à et effectivement, la question est juste, Yana, si tu veux, je peux prendre la réponse. Je veux bien. Il y a une forme de paradoxe. Et c'est là qu'on est en plein cœur aussi. J'ai vu une question, c'est celle de Denis Scherer, qui est intéressante, qui est de dire, est-ce qu'au final, votre combat, ce n'est pas simplement de défendre? Donc je comprends qu'en creux, est-ce que votre débat, ce n'est pas celui du conservatisme? Eh bien non, Yana l'a expliqué, il y a celui déjà du combat… De défendre l'ordre existant, ouais. Hein. Voilà, c'était la question jusqu'au bout. Ouais. Non, l'idée c'est que toute révolution n'est pas bonne, toute déconstruction n'est pas bonne, l'exercice de déconstruction n'est pas noble en soi, ça c'est le point de départ. Ensuite, Yana l'a montré, je ne reviens pas dessus, mais le travail de déconstruction pose un certain nombre de problèmes. Il se heurte à la tradition rationaliste, il se heurte parfois aux bons principes de la logique, et en plus il est segmentant, et assez souvent conflictuel. Mais au-delà de ça, si je reviens au sujet, une des grandes difficultés aussi de ce travail de déconstruction, c'est qu'il est… Alors la notion est peut-être un peu compliquée, mais en fait, elle est simple à comprendre. C'est qu'il est fondamentalement narrativiste. C'est-à-dire que tous ces modes, toutes ces traditions intellectuelles forment et forgent des concepts, Jean en parlait, et ensuite légitiment leur action, c'est ce qu'on appelle la dimension performative de ces concepts, à l'aune des concepts qu'ils ont eux-mêmes formés.
Ce qui fait que, donc parfois, effectivement, ces concepts recouvrent des réalités, hein, c'est indéniable, mais parfois aussi, ils sont abusifs. Et lorsqu'ils sont abusifs, ils peuvent être manipulés, comme on peut l'entendre. Là, on est dans un cas qui ressemble à cela, par certains aspects. C'est un cas complexe. Je ne vais pas le caricaturer, mais effectivement, d'un côté, on dit que l'individu peut choisir son genre, il n'est pas déterminé biologiquement, et de l'autre, on dit, bah non, en revanche, quand c'est la couleur de peau, on ne peut pas le faire, parce que dans ce cas-là, c'est de l'appropriation culturelle ou ethnique. Ce qui pose fondamentalement problème. Mais je vais donner un dernier élément de réponse, qui est qu'en réalité, même le transgenrisme ou la transsexualité n'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des ruptures très lourdes, très franches et très violentes au sein des mouvements dits LGBT. Entre eux, un certain néo-féminisme radical disant qu'on trouve dans la transsexualité une réappropriation par l'homme du genre féminin. Et la transsexualité disant que cette conception est transphobe. C'est-à-dire qu'elle ne tolère pas. Donc, on voit bien qu'effectivement, comme on parle de catégories qui ont une sorte de malléabilité définitionnelle, on peut se retrouver face à ce genre de contradiction. Voilà. Merci. Les débats sont complexes, hein, de fait, et encore, mon propos est quand même tout à fait tronqué, mais il permet de sentir un petit peu toute la difficulté de ces sujets-là. Tout ça est complexe, mais on va conclure parce qu'on arrive à la fin. Alors, on n'a pas pu prendre toutes les questions et on en est vraiment désolé, mais j'espère que, en tout cas, on espère que nous avons réussi, grâce à cette soirée, à vous apporter les éclairages nécessaires à la compréhension de tous ces mouvements de pensée et à définir les travers et les dangers pour notre démocratie des théories séparatistes qui, loin d'aller dans le sens du progrès, constituent, d'après nous, en tout cas, une récession qui tend à nous ramener à la civilisation des tribus et des clans. La France n'est pas une race, la France n'est pas une couleur, la France n'est pas une religion, mais c'est une nation unique qui est faite de différences. Ces différences-là nous enrichissent les uns les autres. Elle est l'héritage des Lumières et le but de l'universalisme est de donner la priorité à ce qui nous rassemble et non pas à nos différences de peau, d'orientation, de sexe, de religion. Encore une fois, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous distingue. Ce modèle universel doit bien sûr être amélioré et peut être amélioré, notamment par la réparation des injustices sociales, mais l'universalisme constitue la plus grande force de progrès de ces derniers siècles. Et c'est cette idée de nation et de peuple que nous devons toujours défendre. Et c'est pourquoi notre vigilance au cercle de la LICRA et à l'ECUJ et notre courage à affronter des vents contraires ne doivent jamais faillir. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette soirée ce soir et nous espérons en tous les cas que vous avez passé un beau moment aussi intéressant que possible. Merci vraiment beaucoup à nos invités. Merci à Gad. Voilà, et nous vous disons à très bientôt. Gad, je te laisse le mot de la fin. Vous dire que, d'abord, évidemment, remercier nos invités qui ont été remarquables de clarté, même si les sujets sont complexes. Et peut-être que n'est-ce que la première étape de ce décryptage. Donc, merci à vous, Jean Slamovic, Yana Grishpun et Sami Biazzoni. Et puis, merci à vous qui nous suivez depuis 19 heures. Via Zoom et les pages Facebook de la LICRA et de l'ECUJ. Nous vous donnons... Il va y avoir un replay d'ailleurs. Hein, on pourra revisionner cette conférence. Disponible voilà, dans 2 minutes. Et nous vous donnons rendez-vous donc dans nos prochains événements à l'ECUJ et avec nos amis du Cercle de la LICRA. À très bientôt. Bonne soirée à vous tous. Ciao, merci.